Que seriez-vous capable de faire pour réaliser vos rêves? Seriez-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires? À vous battre pour vos ambitions? Peut-être, mais tuerez-vous pour celle-ci? Et avez-vous seulement une ambition précise en tête? Depuis la nuit des temps, on a des grands leaders avec des grandes idées, capables de contrôler et d'inspirer des millions de personnes dont la grande majorité ont perdu la vie. N'oublions pas que cette société n'est que le résultat de grandes ambitions imbriquées de grands leaders. Les ambitions et les manipulations de certains ont mené à la société qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette vie, certains sont des créateurs et d'autres ne sont que des consommateurs. Pour accompagner cette vidéo, j'ai sorti un article gratuit sur Substack. Cette fois-ci, vous pouvez lire l'entièreté de manière gratuite. Alors je vous invite vivement à aller vous abonner, le lien est dans la description et aussi en commentaire épinglé, qui parle de ma relation avec Dieu et de mes pensées sur les religions. Il est gratuit, c'est un texte intime et pas académique. Il n'est pas en rapport avec Berserk, en tout cas pas directement, mais il se rapporte à tous les abus du pouvoir qu'on a pu observer, aux manipulations des hommes sous les excuses de leurs ambitions, à la manière dont les religions et Dieu a été utilisé comme prétexte pour certains pour commettre des atrocités inimaginables. J'explique beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, alors s'il vous plaît, allez lire, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans Berserk, les personnes possédant une forme de pouvoir et d'autorité sur les autres sont présentées sous différentes formes. On a les grands guerriers qui dominent le champ de bataille, les nobles corrompus qui mijotent pour avoir des positions importantes, et des forces démoniaques qui se jouent des ambitions des uns et des autres et les manipulent. Nous avons tous eu un rêve dans notre enfance. Certains voulaient devenir écrivains, d'autres astronautes. Le rêve de Griffith était d'avoir son propre royaume. Il est né dans la pauvreté la plus totale et son seul réconfort était d'observer, au bout d'une rue, le château. Il estimait peut-être que ses murs le protégeraient de la misère, de la faim ou du malheur. Ou alors voulait-il déjà avoir une autorité sur les événements autour de lui? Il s'imaginait que cette place de souverain lui permettait de contrôler plutôt que de subir. Il a décidé que ce serait le rêve d'une vie. Griffith voulait devenir roi et avoir son royaume. Selon lui, une bonne astuce pour cela serait de se marier dans la famille royale et d'une manière ou d'une autre devenir le successeur du roi. Pour certains, il est très inspirant. Certains disent même qu'il n'a rien fait de mal, alors que d'autres le voient comme un démon. Si cette vidéo vous fait découvrir le personnage, je vous invite vivement à lire le manga et à vous faire votre propre avis. Alors qu'il n'est qu'un enfant, il va croiser le chemin d'une diseuse de Bonaventure qui va lui offrir un collier avec un petit pendentif rouge. L'œuf du roi. Celui qui le possède pourra conquérir le monde en échange de sa chair et de son sang. Il portera ce collier sans considérer l'ampleur du sacrifice demandé et s'en servira pour poursuivre son rêve. Lorsque Griffith reçoit l'œil du roi, il le garde parce qu'il le perçoit comme un symbole de sa destinée unique. Malheureusement, son rêve d'enfant va lentement se transformer en un sacrifice macabre, où le désir de régner se réalisera au détriment de toute humanité, ce qui le conduira à l'arc de l'éclipse. En grandissant, Griffith est guidé par une seule motivation, obtenir son royaume. Toutes ses actions vont aller dans cette direction. Griffith ne désire pas seulement la richesse ou le confort, il veut le pouvoir. Pour lui, devenir roi, posséder son royaume, signifiait s'extraire définitivement de la condition humaine la plus insupportable, la soumission. Ainsi, il ne serait plus jamais à la merci d'une autorité supérieure. Dans cet objectif, il recrutera une armée de mercenaires et dans ce groupe, il y aura quelques soldats exceptionnels. Tous vont naturellement partager une forme d'admiration pour Griffith. Ils voient en lui des qualités et une ambition qu'ils n'ont pas. Être en sa présence leur donne un sentiment d'élévation, de servir un but plus grand qu'eux-mêmes. Griffith parle souvent de la nécessité pour les gens du peuple de s'élever. Il désire que n'importe qui puisse atteindre les rangs de la noblesse. Ce discours passe pour un idéal de justice sociale. Cependant, quand on l'écoute attentivement, on découvre qu'il ne veut pas abolir la structure. Il veut simplement changer les joueurs au sommet, afin que lui, l'homme sans lignée mais au talent exceptionnel, puisse régner. Sa soi-disant philosophie est en réalité une justification stratégique de son ambition. Il utilise l'idée de l'ascension sociale pour légitimer son propre désir de se hisser au-dessus des rois, un désir qui trahit un complexe de déité, et son envie de s'élever au-delà de sa condition.
Mais alors comment parvient-il à transformer cette ambition personnelle en un mouvement de masse? Il y arrive par la force de son charisme et de ses capacités de leader, ainsi évidemment de sa grande intelligence. Griffith possède une apparence angélique, une grande beauté, qui contredit radicalement sa force physique sur le champ de bataille et son esprit froid et calculateur. Il est perçu comme unique. Ses soldats l'admirent non seulement pour ses talents de stratège et de combattant hors pair, mais parce qu'ils s'imaginent qu'il poursuit un but qui les dépasse. Comme je l'ai dit, il leur donne le sentiment de s'élever, de servir quelque chose de transcendantal, un objectif au-delà des batailles, de la victoire et même de la mort. En sa présence, ils obtiennent une raison de vivre et de mourir, un sens que ces mercenaires n'auraient jamais trouvé par eux-mêmes. Griffith est instruit, curieux et sait comment se comporter avec les nobles comme avec les gens communs. Cette adaptabilité lui permet de communiquer et d'attirer la sympathie de tous les échelons sociaux. Il étudie les gens et les situations pour s'assurer que chacune de ses interactions le rapproche de son rêve. Griffith utilise son rêve d'une justice sociale meilleure comme appât et transforme des hommes sans but en des personnes dévouées. Si vous n'avez pas de rêve ou d'ambition qui vous sont propres, vous finirez inévitablement par servir celle de quelqu'un d'autre. Au fil du temps, de plus en plus de soldats rejoignent ses rangs, mais cela remet de plus en plus de responsabilités sur les épaules de Griffith. Chaque victoire est un pas de plus vers son rêve, mais elle est payée par le sang de ses soldats. Et Griffith doit maintenant se confronter à la culpabilité de ses pertes. Il voit un nombre croissant de vies qui se sont sacrifiées pour son rêve. Il doit alors se confronter à sa conscience. Griffith commence alors à chercher de nouvelles solutions pour atteindre son rêve. L'une de ses options pour gagner des ressources est de coucher avec un riche noble, un qui avait une préférence pour les jeunes garçons. Après avoir échangé son corps, il va se baigner espérant se laver. Cette scène dépeint Griffith dans l'une de ses positions les plus vulnérables. C'est à cet instant qu'il va se créer une grande dichotomie en lui, entre sa responsabilité et la culpabilité qu'il ressent pour ses troupes, et la manière dont il va les négliger et les sacrifier inévitablement. Quel est le plus grand sacrifice? Perdre des centaines de soldats ou recevoir ce dont j'ai besoin d'un vieil homme riche? Avec cette phrase, il essaie de rationaliser, d'intégrer cet acte humiliant comme une étape vers son grand plan. Mais cette justification, loin de le soulager, l'enfonce encore plus profondément dans son ambition. Pour survivre psychologiquement à ces sacrifices de plus en plus nombreux, Griffith doit trouver des justifications. Griffith se rassure en postulant que si ses soldats sont morts, c'est parce qu'ils ont choisi de leur plein gré de le suivre et de se sacrifier pour son idéal. Il transforme la loyauté de ces hommes en servitude volontaire et en un engagement moral qui est leur responsabilité, pas la sienne. Il ajoutera « S'il y a une chose que je peux faire pour eux, pour les morts, c'est de gagner et de continuer à gagner jusqu'à ce que j'atteigne mon rêve, le rêve auquel ils croyaient et pour lequel ils sont morts. » Cela justifie moralement que le choix juste est de continuer à faire ces sacrifices, pour que les sacrifices déjà faits ne soient pas faits en vain. En adoptant cette vision, Griffith s'absout. Il n'est plus l'homme qui sacrifie, il est l'homme qui est contraint de continuer dans sa voie pour que toutes les vies déjà perdues aient un sens. Cette justification permet à Griffith d'opérer la fracture émotionnelle nécessaire. Il fait alors le choix conscient de se détacher de tous ceux qui le suivent, les transformant de compagnons à simples outils. Mais cela l'enferme inévitablement dans une grande solitude. Mais est-il possible de réaliser de tels rêves dans une parfaite solitude? Même pour un homme comme Griffith, c'est extrêmement difficile. Lorsque Guts va croiser la route de Griffith, c'est un mercenaire solitaire. Si vous ne le savez pas, Guts est le protagoniste de Berserk. Il est l'incarnation de l'autonomie et d'une force physique brutale et absolue. Lorsqu'il va rencontrer Griffith, il va le trouver terriblement arrogant. Son apparence délicate et sa confiance inébranlable, presque méprisante, lui est insupportable. Griffith est trop beau, trop calme, et son style de combat, bien que gracieux et efficace, semble faible, comme s'il jouait. Et lui, il arrive à me battre d'une seule main avec une arme aussi épaisse qu'une feuille de chêne. C'est un monstre avec une gueule d'ange. Est-ce que ça va, Guts? Si tu veux, nous pouvons interrompre le combat le temps que tu te remettes de ta blessure. Ferme-la!
Guts, tu dois le battre. Tu dois aller plus vite, frapper plus fort. Griffith? Et voilà. À partir de maintenant, tu es à moi. Mais alors? Eh oui, ça veut dire que la brigade des faucons s'agrandit. Guts est vaincu lors d'un duel singulier avec Griffith. Suite à cette victoire, Griffith va prononcer des paroles qui vont sceller le destin de Guts. Il est maintenant sa propriété. Après leur duel, Guts est obligé de rejoindre la troupe du Faucon. Guts est l'un des guerriers les plus efficaces de la troupe de Griffith. Mais il se transforme rapidement en quelque chose de plus complexe. Guts admire à contre-cœur les qualités et le génie stratégique de Griffith. Il est fasciné par sa détermination inébranlable à atteindre son rêve. Pour Griffith, Guts représente une force qu'il ne possède pas. Il est un soldat essentiel qui va assurer la réalisation du rêve de Griffith. Ensemble, ils ont une force incomparable qui va transformer cette armée de mercenaires en armée reconnue. Guts commence à considérer Griffith comme son ami le plus proche, peut-être même son premier véritable ami. En tout cas, quelqu'un pour qui il est prêt à donner aveuglément sa vie. Mais Griffith, dans tout cela, comment considère-t-il Guts? Lors d'une conversation avec la princesse Charlotte, Griffith va révéler ce qu'il considère comme un véritable ami. À vrai dire, pour moi, un véritable ami, c'est avant tout quelqu'un qui poursuit ses rêves, qui est déterminé à les réaliser. Rien au monde ne doit pouvoir affaiblir sa volonté. Elle doit être inflexible. Et surtout, quel que soit l'obstacle dressé sur son chemin, il est capable de parvenir à le franchir. Même si c'est moi qui incarne cet obstacle. Et pour résumer cela tout simplement, je dirais qu'un ami véritable, c'est quelqu'un comme moi. À premier abord, on peut trouver ces paroles arrogantes. Mais qui est comme lui? Qui est comme Griffith? Personne, et cela l'expose à une très grande solitude. Il a beaucoup de personnes qui le soutiennent, qui l'admirent, mais il ne veut pas des suiveurs, il veut des esprits semblables, qui le comprennent, qui sont capables de l'inspirer, et même de le confronter. Quelle amitié y a-t-il dans le rapport dominant-dominé? Griffith est orgueilleux, il s'estime au-dessus de tous ses soldats. Comment pourrait-il considérer les pions qu'il sacrifie comme ses amis? Et s'il prenait le risque de le faire, la culpabilité qu'il ressentirait à leur mort serait trop grande. Il est donc obligé de mettre une distance entre lui-même et ses soldats. Et d'ailleurs, si ces soldats se battaient pour leur propre ambition, ils ne l'auraient pas suivi et ne dépendraient pas du rêve de Griffith. Cette pensée allège sa conscience, mais les place en esprit inférieur. Beaucoup pensent que si nos victoires ne sont pas célébrées auprès des personnes qu'on aime, elles n'ont aucun intérêt. Qui désire s'installer sur un trône seul s'il n'y a personne pour l'en célébrer? Dû à ses efforts, Griffith va réussir à s'élever au rang de vicomte. Il fait maintenant partie de l'élite, des nobles, et il est accompagné de ceux qui l'ont soutenu dans ce rêve, dont Guts. Il est à quelques pas de la réalisation de son rêve, mais une personne ne veut plus l'accompagner. Guts. Lors de son discours prononcé à la princesse Charlotte, Guts a involontairement entendu les dires de Griffith. Guts, profondément blessé par cette révélation, réalise qu'il n'est pour Griffith qu'un outil et non une personne. Réalisez-vous, il voulait tellement être l'ami de Griffith qu'il va décider de se séparer de lui pour pouvoir devenir son égal. Griffith a clairement dit qu'un ami digne de ce nom devait avoir son propre rêve et son propre chemin. Par défaut, cela signifie que Guts, dévoué au rêve de Griffith, ne peut pas être son ami, ni son égal. Guts décide donc de s'émanciper pour espérer un jour devenir l'égal de Griffith. C'est le geste le plus noble qu'il puisse faire pour son ami, et pour se donner une chance d'être à la hauteur des exigences de Griffith. Et cela nous mène au duel entre Guts et Griffith. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Désolé, mais je te rappelle que tu es à moi. Je pensais que c'était clair. Je t'ai gagné. Ta vie et ta mort m'appartiennent. Toutefois, ta décision est prise et je sais que tu ne reviendras pas dessus. Alors il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir que tu gagnes ta liberté par l'épée. Il est devenu fou. Tu ne pourrais pas simplement me sourire et me dire au revoir? Bon, très bien. Ça a débuté par un duel, ça finira donc par un duel. Tu n'imagines pas combien tu me fais plaisir. Je vaux donc la peine que tu verses du sang pour moi. Tu ne pouvais pas trouver meilleur cadeau d'adieu.
Maintenant! Cependant, ce départ est perçu par Griffith comme une trahison totale, le menant directement à sa chute. Imaginez une minute ce que cela ferait de vous détacher de tous les êtres humains de cette planète sous prétexte qu'ils sont incapables de vous égaler. Imaginez que vous vous isolez physiquement et émotionnellement pendant des années. Imaginez être dans l'incapacité de vous confier ou de parler de vos ambitions à quelqu'un. Imaginez qu'ils soient tous incapables de vous comprendre. Et soudain, vous rencontrez quelqu'un capable d'être à la hauteur de vos ambitions. Quelqu'un avec qui vous pouvez même vous montrer vulnérable. Ce serait merveilleux. Vous pourriez enfin vous confier, avoir un partenaire qui partagera vos ambitions, qui vous aidera à les réaliser, qui comprendra les vôtres. Quelqu'un qui, alors qu'il aurait pu être votre rival, est votre meilleur ami. Et imaginez maintenant que cette personne, cette seule personne pour laquelle vous aviez de l'estime, à laquelle vous vous êtes confié, et la seule avec qui vous voulez célébrer votre réussite, vous tourne le dos. Griffith est évidemment blessé émotionnellement. Il veut garder Guts. Il ne peut pas supporter ce rejet et cet abandon. Mais pire encore, lors de son duel, Griffith va perdre son titre d'homme invaincu. Et il n'a pas été capable de retenir Guts, la seule personne qu'il voulait près de lui. Griffith le prend pour un rejet ultime. Sous l'effet de cette trahison, Griffith commet une erreur stratégique désastreuse. Il cède à un moment de faiblesse en couchant avec la princesse Charlotte. Cet acte est une réaction émotionnelle qui sabote son plan de mariage légitime, entraînant sa capture immédiate et son emprisonnement. Casca, une jeune guerrière qui accompagne Griffith avant même l'arrivée de Guts, confirme mon intuition en disant cela. Griffith avait besoin de quelqu'un. Personne ne peut vivre dans une telle isolation pour si longtemps avec rien de plus qu'un rêve. C'était toi, c'est de ta faute, tu l'as rendu faible. Suite à son emprisonnement pendant plus d'1 an, Griffith est soumis à une torture physique et psychologique atroce. Son corps, sa plus grande ressource, après son esprit, est détruit. On lui arrache les muscles, on lui coupe la langue, il perd toutes ses capacités de combat, de stratège et même de communication. Sa magnifique apparence est aussi détruite. Il ne peut plus se servir de ce corps mutilé pour atteindre son rêve. Cependant, son esprit ne cède pas. Bien que son corps ne soit plus qu'une dépouille, son esprit maintient ses ambitions intactes. Il refuse d'abandonner le rêve pour lequel tant de sang a été versé. Dans son cachot, il développe un terrible ressentiment. Il blâme Guts pour l'avoir laissé ainsi, car s'il n'était pas parti, il n'aurait pas commis cette erreur fatale. Pourtant, de manière paradoxale, Guts devient aussi son encre. L'idée de retrouver Guts pour le punir ou le récupérer, et la nécessité de prouver que son sacrifice n'a pas été vain nourrissent sa volonté. Ironiquement, c'est Guts lui-même qui va le retrouver et le libérer. Griffith est alors ramené au camp, mais sa condition est misérable. Incapable de parler, de marcher et même de se nourrir seul, il est totalement impuissant. Sa présence, autrefois source d'inspiration, devient une source de malaise et de pitié. Il ne peut plus reprendre sa place de leader. Ramener Griffith au camp ne fait qu'aggraver son tourment. Voir son corps brisé, incapable de commander ou de se battre, est une torture bien pire que le cachot. Il n'est que le fantôme de l'homme qu'il était, et son esprit refuse d'accepter que tous les sacrifices consentis n'aient servi à rien. Dans cet état de désespoir absolu, il connaît plusieurs moments d'hallucination. Et l'un d'eux est une vision d'une vie alternative. Il s'imagine dans une petite maison tranquille, où Casca prendrait soin de lui. Une vie d'homme simple, aimé et soigné, loin des champs de bataille et des palais. Dans cette vision, il murmure que ma vie serait douce. J'imagine que ce serait une paisible existence. Mais Griffith est incapable de s'en contenter. Pour lui, cette vie est une reddition, un aveu d'échec, la négation de son rêve d'une vie. En se réveillant de cette illusion, le dégoût de sa condition le pousse au suicide. Mais au moment où il allait tout abandonner, il va retrouver le collier, l'œuf du roi. C'est alors qu'il l'active et déclenche l'éclipse. Griffith se voit offrir le choix ultime, abandonner son rêve et mourir, ou l'atteindre en échange de sa troupe. Il accepte le pacte, sacrifiant les âmes de ses compagnons, ainsi que Guts et Casca pour renaître. L'ambition innocente de l'enfant qu'il était se transforme en quelque chose de démoniaque, Femto. L'arc de Griffith dans Berserk est une étude magistrale
de ce à quoi peut nous conduire une grande ambition, et la facilité avec laquelle le désir de l'atteindre peut nous corrompre. C'est la transformation d'un homme qui, refusant d'abandonner son rêve, perd son humanité. Alors, je vous pose la question, avez-vous un grand rêve, un qui vous demande de changer, d'apprendre et de faire des sacrifices? Si vous en avez un, assurez-vous d'être capable d'en supporter les conséquences. Et acceptez l'aide de ceux qui vous la proposent. Ne vous isolez pas. Et si jamais vous échouez alors que vous étiez presque au sommet, soyez capable de lâcher prise et d'accepter une existence paisible. Évitez de faire un choix qui vous détruira, vous et ceux que vous aimez. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ne s'intéressent qu'à la littérature et à la philosophie, j'espère que ça a abordé des thèmes qui vous intéressent tout de même. Et si vous ne connaissiez pas ce personnage, j'espère que c'était une belle découverte. Si par contre vous avez déjà lu Berserk, que vous aimez les mangas en général, j'espère que vous trouverez cette analyse pertinente. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous le conseille. Et si jamais c'est déjà fait, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a un article gratuit disponible que je publie en même temps que cette vidéo sur mon Substack. Allez donc vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lire, à commenter et à me faire un retour sur ce que vous en penserez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!